Vous êtes sur l'incubateur de solidarité, vous êtes sur un cas solidaire, c'est le lieu où nous mutualisons les connaissances, c'est le lieu où nous partageons ce que nous savons, parce que chacun a une bribe de connaissances, et nous savons qu'en mettant ça en commun, nous allons parvenir à quelque chose. Notre programme s'adresse à vous, à monsieur tout le monde. Peut-être vous aussi qui connaissez beaucoup de choses, ah ben venez nous en apprendre, ou alors faites passer autour de vous, parce que très souvent, il arrive parfois que nous estimons que nous connaissons déjà tellement que nous n'en avons plus besoin. Bon, c'est peut-être pas fait pour vous, c'est pas grave, mais essayez de partager dans différents réseaux, vous qui allez nous regarder quand nous ne serons plus là, pour que des gens puissent profiter. Nous allons parler particulièrement aujourd'hui du vaccin, du coronavirus, des mutants. Nous avons la chance d'avoir un chercheur qui pourra ainsi nous dire exactement par des termes simples, par des choses qui nous ressemblent, en fait, par des codes qui sont proches des nôtres. Et voilà, en fait, ce que nous faisons ici, nous apportons la pensée, nous apportons la connaissance, nous apportons l'information à notre niveau. Nous nous asseyons tous dans notre petite case et nous en parlons. C'est un cas solidaire. Bienvenue encore. Bonsoir, Carlos. Bonsoir Nka, merci encore une fois de plus de m'inviter à partager avec nos frères et sœurs mes connaissances en matière vaccinale et notamment en ce qui concerne le vaccin qui aujourd'hui fait le chou gras des médias, à savoir le vaccin de Pfizer, mais également celui de Modena, destiné à prévenir le coronavirus ou notamment la COVID-19. C'est un vaccin qui fait peur de par sa nouveauté, qui fait peur parce que c'est le premier vaccin effectivement qui est fait d'acide nucléique, qui fait peur parce qu'il y a peu d'informations, même si heureusement Pfizer a publié l'ensemble de ces données le 16 décembre dernier. Donc la communauté scientifique aujourd'hui au niveau mondial a eu accès aux données des recherches fait par Pfizer sur à peu près 40 000 patients à travers le monde, ce qui a rassuré un peu plus la communauté mondiale parce que la démarche, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde la publication, elle est peu critiquable et rassure un peu plus la communauté scientifique sur la fiabilité de la procédure qui a été utilisée pour ce vaccin. En tout Néanmoins, cas, nous allons en parler, Carlos. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent qu'il n'y aura plus de secret pour eux. En tout cas, autant que possible, Carlos sera le temps, là, de temps en temps pour nous aider à comprendre tout ce langage scientifique, pour le mettre à notre niveau, pour que nous puissions savoir si nous avons un choix à opérer, ou aussi pour que nous puissions savoir pourquoi nous ne devons pas faire ceci ou cela. Il va nous parler des mutants, il va nous parler de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre, toutes ces choses qui nous paraissent assez abstraites et qui souvent dans les grands médias sont justement un petit peu mises au service parfois des idéologies ou des lobbying. C'est-à-dire que le but pour nous, c'est de ne pas faire la même chose, c'est de parler comme on parle à ses frères, comme on parle à ses amis. C'est vraiment de décortiquer, de répondre surtout à vos questions. Vous qui aurez la chance d'être en live, Carlos est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous savez que pendant de très longs mois, dans le cadre de la campagne contre le coronavirus que nous avons menée ensemble, nous avons sensibilisé l'Afrique, nous avons mené également cette fameuse bataille contre le vaccin du papillomavirus aussi, c'était avec Carlos. Nous avons beaucoup d'autres choses que nous avons évoquées déjà ensemble et nous aurons encore l'occasion dans les prochains jours de le faire. La drépanocytose, on va y revenir, de la remettre une couche, bien sûr. Nous allons parler de la bière, effectivement, nous allons revenir sur ce thème parce que c'est vraiment quelque chose qui nous concerne au premier chef et c'est le but de cette plateforme. L'idée, c'est que vous qui nous écoutez là maintenant, vous puissiez partager pour que vraiment les personnes, les couches les plus défavorisées puissent profiter de ce lieu d'échange, de ce lieu de donner, de recevoir. Et j'en profite aussi pour dire que c'est un lieu
de solidarité, c'est un lieu où nous pouvons être appelés à nous masser ensemble pour porter des projets, pour aider des gens à titre individuel comme à titre collectif. Vous savez bien. Donc, hier, j'étais avec Carole qui revient demain, vendredi plutôt, qui nous a parlé de cancer, et puis nous rendions hommage à toutes ces personnes décédées issues de cancer, et cette dame qui est morte juste 2 heures avant l'émission, qui faisait partie de son organisation. Et nous avons fait un appel, si vous vous sentez le désir de vous intéresser à ce cas spécifique, je peux vous mettre en contact avec Carole. Je vais dire que nous sommes, quand nous disons que nous sommes un incubateur de solidarité, c'est que nous ne nous retrouvons pas seulement pour parler, nous nous retrouvons pour transformer les vies. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont des difficultés, pour nous en parler, il peut exister une bonne âme au bout du monde qui a une solution à votre problème. De même que vous avez quelque chose à donner, mais parlez-nous-en, parce que nous publions et puis il y a des gens qui vont s'intéresser et ça peut être un service, comme ça peut être un objet, comme ça peut être une présence. Et justement, nous parlions hier, effectivement, de cet isolement qui caractérise aussi de plus en plus les gens chez nous aussi, hein. Encore plus ceux qui vivent en Occident, en ce moment aussi avec cette angoisse du coronavirus et beaucoup d'autres choses, nous voyons bien que la vie est en train de se transformer complètement et nous pensons spécialement aux plus jeunes, les plus jeunes qui doivent être dans une dimension psychique assez sclérosée, assez compliquée quand même, hein, parce que la vie est censée être plutôt fondée sur l'espoir que demain sera meilleur qu'hier. Et puis on est arrivé, on est à un point où on a l'impression que hier était meilleur qu'aujourd'hui et c'est meilleur que demain. Et c'est un problème. C'est vraiment pas le cours normal de la vie dont les jeunes, ils ont également besoin de cet accompagnement. Voilà pourquoi dans les prochains jours, j'accueillerai des psychiatres, j'accueillerai des psychologues, j'accueillerai beaucoup d'autres spécialistes qui viendront parler à cette catégorie. Donc, c'est pour vous dire que ce programme est vraiment dédié à toutes les couches, toutes les catégories, toutes sortes de personnes. Nous essayons de tenir un langage qui puisse être compréhensible par tout le monde. L'idée, c'est justement de sortir de ces discours savants, parce que ces rencontres élitistes qu'on peut faire dans des télévisions ou certains lieux où nous essayons de montrer que nous en savons beaucoup, c'est un peu dommage parce que le but, c'est vraiment de toucher monsieur tout le monde. Et quand nous parlons, si vous n'avez pas bien compris, vous nous interrogez, nous arrêtons et nous en parlons encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on comprenne quelle est la différence entre, par exemple, un vaccin ARN, qu'est-ce que ça suppose, pourquoi Carlos, par exemple, et en tant que chercheur, hein, je veux bien dire, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui travaille sur ces choses-là, pourquoi il peut nous dire attention, attention quand même, et surtout on a la chance qu'il se met au parfum de l'actualité, de la littérature hein, en matière de recherche. Et donc, ce qu'il nous dit peut être considéré comme une parole complète et ça nous fait plaisir d'avoir des frères qui peuvent faire, parce que on dit en banganté, c'est-à-dire que ça vient de pas pendant que l'autre dans sa spécialité sait faire ceci, une autre personne dans un autre coin fait ça, et nous rassemblons, et donc l'un et l'autre, et finalement ça finit, ça donne quelque chose de magnifique. C'est ça l'idée de la solidarité. L'idée de la solidarité, pour nous, c'est pas forcément parce que vous allez donner ce que vous n'avez pas, nous allons, c'est pas juste, vous allez donner des objets, des choses. Non, c'est simplement que vous avez des compétences et que ça vous ferait plaisir de le mettre au service des uns et des autres. Une fois de plus, bienvenue à ceux qui nous rejoignent déjà en ligne. Je vous prie, hein, c'est vraiment la seule chose que je peux vous demander, c'est de diffuser cette émission autour de vous, de faire qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent écouter, parce que je suis sûr, je suis certain que ça peut transformer et que ça transforme la vie des gens. Donc, depuis de très longs mois que nous menons cette campagne, que nous sommes dans ce créneau, je sais qu'on a changé beaucoup de vies et je m'en réjouis. Il est de votre devoir de le faire. Donc, je ne devrais même pas vous supplier. Je vais dire, je ne vais pas non plus vous prier de m'écouter, non, mais je vais vous prier par commodité, par correction, par respect mutuel, mais je pense que c'est un devoir collectif. Ce n'est pas que le mien, ce n'est pas que celui de Carlos. Lorsque nous portons un certain nombre de discours, c'est de votre responsabilité. Je ne peux pas vous dire, s'il vous plaît, regardez-moi, sinon je meurs. Non, non, non. C'est que nous avons une nation à construire, nous avons une communauté à bâtir, nous avons une solidarité à agrandir, à élargir. Je salue ma jolie Melberry. Hello to you. Caroline ou Carole, qui en fait bien évidemment
que je salue ici, qui reviendra avec nous vendredi parler de cancer. J'ai un retour de son qui est du côté de Carlos, qui est Germaine Chantal Yamenikeo, ces braves personnes qui nous aident à porter ce message. Je vous salue. Partagez le plus sauvagement possible parce qu'il s'agit de la possibilité de faire un lien entre nous tous. C'est ce lien que nous voulons vous proposer parce qu'au-delà de nos différences, de nos divergences, de nos clivages, nous pensons que nous avons quelque chose en commun qui est notre humanité et nous allons la vivre. Parce que Martin Luther King avait complètement raison finalement. Nous sommes obligés de vivre, de vivre comme des frères, sinon nous allons mourir tous de façon stupide, n'est-ce pas, Carlos? Bien évidemment, bien évidemment. Et comme je le dis souvent, on crève chez nous, on meurt faute de connaissances, parce que très souvent des situations qui arrivent aux personnes de chez nous, dans nos sociétés, c'est souvent des situations où il aurait tout simplement suffi d'avoir un peu d'informations pour se sortir d'une telle situation. Et ça, il y a de l'information et de la formation. Et ça concerne tous les corps dans notre société. Parce que, je le dis, parce que je vis à travers la drépanocytose énormément de conneries qui sont causées aux patients dans nos sociétés, faute de connaissances et puis d'informations. Oui, oui. Et parfois, ce sont des médecins qui ignorent aussi. Hein. Et d'ailleurs, je m'en réjouis. Dans le cadre de la campagne contre le coronavirus, nous avons fait beaucoup de choses. Beaucoup de médecins sont venus nous écouter et je m'en réjouis parce qu'on nous a raconté comment le protocole Choco que nous diffusions ici sur la plateforme Urgence Covid que nous sommes en train de relayer aujourd'hui. Je veux dire que je me réjouis parce que les médecins nous écoutaient pour pouvoir soigner les malades et ça marche. Et c'est comme ça. Il n'y a rien d'idiot, il n'y a rien. Au contraire, c'est grand, c'est intelligent de toujours se former. On ne peut pas, on est un éternel étudiant lorsqu'on est au service des gens parce que l'humanité est complexe. La relation d'aide, le soin, c'est un art qui demande à être renouvelé tous les jours. Il est justement, il y a beaucoup d'aberrations et nous l'avons déjà dénoncé ici. Il y a beaucoup de choses qui sont mal faites parce que les médecins manquent d'humilité pour pouvoir continuer à se former ou simplement à s'informer, comme dirait Carlos. Et là, nous sommes aujourd'hui dans un cadre, on va parler d'un virus. Et c'est à notre image. Ce virus, il va continuellement muter pour s'adapter. Et on se retrouve dans nos sociétés où les gens refusent de s'adapter. Et c'est dramatique. Parce que pour résister, il faut s'adapter. Oui. On verra qu'on va nous parler de plus en plus des variants. Parce que ce virus va passer d'un organisme humain à un organisme animal, et même d'organisme humain à organisme humain. Mais les organismes n'étant pas pareils, il a besoin, lui, de s'adapter pour continuer à subsister, autrement il disparaît. D'accord. Oui, autrement il disparaît. C'est pourquoi on aura, et je vous le dis, en octobre dernier, on faisait le recensement de plus de 12 000 mutations déjà connues chez coronavirus. 12 000 mutations. 12 000 mutations. C'est vrai que. Devient-il que quand on nous parle de la mutation anglaise, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau? Il y a vraiment une dimension aussi angoissante dans cette façon de traiter les choses et que chaque fois, on choisit une certaine façon de présenter qui nous fait. Donc, en fait, 12 000 mutations déjà. Donc, répertoriées chez ce virus. Tout simplement, pourquoi on n'en parle pas des 12 000? Parce que ces 12 000 n'ont aucun impact sur finalement la vie du virus. Mais le variant anglais, on en parle. Pourquoi? Parce que la contagiosité ça change subitement. Très bien. Chez ce variant anglais, ça devient plus contagieux. L'infectiosité, elle est plus rapide. C'est pourquoi ça inquiète. Or, on sait, il y a des milliers de mutations qui n'ont pas d'impact sur la vie du virus et finalement, ça n'inquiète pas et on n'en parle pas. À chaque fois qu'il y a une mutation, il y a une base de données mondiale où toutes ces mutations sont répertoriées. Un scientifique camerounais qui va séquencer le gène et qui va trouver une mutation parce qu'il y a le génome de référence qui est dans une base de données mondiale qui est utilisée en comparaison par tous les chercheurs du monde.
Et à chaque fois que tu séquences un virus d'un patient et tu te rends compte qu'il y a une différence par rapport aux séquences de départ, d'origine, tu signales à cette base de données que voilà, je viens de séquencer un virus chez un patient, il est différent de la base. Et toutes ces différences-là sont enregistrées. Et en octobre dernier, on avait 12 000 mutations déjà de répertoriées chez ce virus qui n'avaient aucun impact. Aujourd'hui, en termes de variants, dans la base de données mondiale, on a répertorié à peu près 30 variants. Il n'y a pas que le variant anglais, mais le variant anglais a inquiété un peu le monde parce qu'il était plus contagieux, mais il s'est avéré après recherche qu'il était finalement moins virulent et que par rapport au vaccin, oui, par rapport, il est effectivement, il ne cause pas plus de cas graves que le virus qu'on connaît. Et même ça, par ce rapport... sont des choses qu'on ne nous le dit pas, on ne sait pas. C'est-à-dire que moi-même voilà pourquoi je vous dis, il est important que nous profitions de ces connaissances que nous apportent des gens qui lisent, des gens qui sont dans le domaine, des gens, voilà. Le jour où nous allons accueillir une personne qui s'est fait de la coiffure, va nous révéler des secrets, des choses, des astuces que nous ne maîtrisons plus. En fait, lorsque nous entendons parler du mutant, du variant anglais et sud-africain, on a peur, on se dit, forcément, on ne nous explique pas suffisamment ce que c'est qu'un mutant, qu'est-ce que c'est. Et encore, qui est, on ne nous laisse pas comprendre qu'il ne représente pas forcément plus de danger que l'autre. Oui, parce qu'un mutant, je dis, il y a une mutation, quand la mutation va concerner la protéine spicule, parce qu'il y a plusieurs protéines, je dis des centaines de protéines chez un virus. Mais il y a une protéine qui nous intéresse dans le cadre du SARS-CoV-2, de la coronavirus 19, tout simplement parce que on a constaté que la protéine qui était vraiment responsable de l'infectiosité de cette maladie, c'était la protéine spicule qui est sur la membrane, qui permet de se fixer à nos cellules, de rentrer dans nos cellules et de prendre la commande de nos cellules. C'est cette protéine qui aujourd'hui, le vaccin est orienté vers finalement cette protéine qui cause la dangerosité de ce virus. Si on arrive effectivement à maîtriser cette protéine, on maîtrise le virus. Donc, à chaque fois qu'il y a une mutation dans la protéine, les chercheurs du monde vont s'y intéresser afin de savoir si est-ce que finalement ça va augmenter la contagiosité, la virulence et puis la dangerosité du virus. C'est ce qu'on va aller chercher. Mais si on n'a pas ces effets-là, ben, il va passer comme les autres, ça n'aura pas d'impact. Et dans le variant anglais, on a été aussi regarder si finalement, est-ce que le vaccin de Moderna et le vaccin de Pfizer avaient de l'impact sur cette souche. On s'est rendu compte que finalement, ça permettait aussi de se protéger contre ce variant. Donc, malgré cette mutation dans la protéine spicule du coronavirus, ça n'a pas modifié l'agressivité du vaccin face à ce virus. Non, ça ne l'a pas modifié. C'est pourquoi on n'en parle plus trop, parce que finalement, au début, on ne connaissait pas ce variant. Mais depuis, il y a eu énormément de tests, d'essais, d'analyses sur ce variant, et on s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus contagieux, mais pas plus virulent que celui qu'on connaissait jusqu'à présent. Voilà, vous avez compris. Bijou la Punchun. Donc, je salue Marie-Désirée Kokwa Wanzi qui est avec nous, Wanzi qui est en ligne, Majolie Mulberry qui est en Angleterre. Elle nous dit justement, ah oui, on salue également Madeleine Jononceau en Espagne, Daniel Chota en Amérique. En anglais, Divine Grâce, bonjour aussi. Majolie qui est inquiète parce que je voudrais vous dire, lorsque nous prenons le temps de vous exposer, de vous en parler, c'est pour que vous soyez moins angoissés parce que l'angoisse nous tue, le stress nous détruit
avant la maladie. Donc, lorsque nous en parlons, c'est pas pour vous rajouter une couche, parce que les grands médias en font déjà trop de tonnes. Ils en parlent avec beaucoup de tintamarre et franchement, ce n'est pas la meilleure façon de nous aider à être solides, parce que de toute façon, pour bien lutter contre la maladie, il faut être déjà mentalement bien. Et voilà, c'est pas. Nous en parlons pour vous dire calmons-nous. Bien sûr, faisons attention, on essaie de nous expliquer, on va répondre à vos questions, mais c'est surtout, ne nous alarmons pas. N'est-ce pas, Marjorie Mulberry qui nous dit qu'au UK, ils sont à 100 000 morts d'ici la fin de la semaine, bien sûr, et elle demande de prier pour eux. Aujourd'hui, on sont à 1800 morts de plus, avec une moyenne de 1100 morts par jour. Oui, bien sûr, dans un pays, je comprends tout à fait, comme partout d'ailleurs, il y a des morts, c'est que je veux dire. Et la vie aussi, hein, en dehors du coronavirus, on meurt. Vous voyez, on parlait hier du cancer, pendant les ravages que cause le cancer, c'est énorme, le paludisme, vous ne pouvez pas nous imaginer. Bien évidemment, il faut prendre des précautions, mais il ne faut pas s'alarmer du tout. On l'a dit, c'est-à-dire que dans les premiers mois, c'est-à-dire qu'on était en Europe, c'était en mars par là, on ne savait pas grand-chose, on avait peur. Et vous voyez, avec le recul, on sait, il y a eu des options, on vous l'a suffisamment dit, on ne va pas revenir là-dessus. Ils ont choisi une option vaccinale alors qu'il y avait bien sûr une option curative à travers beaucoup de choses. L'azithromycine, l'hydroxychloroquine, on a déjà expliqué ici longuement. Ils ont choisi de faire autre chose, mais jusque-là, nous ne devons pas être inquiets parce que je veux dire, il y a des solutions. De toute façon, il y a Artemisia aussi, hein, on va pas se gêner de vous dire que c'est une solution qui marche et nous avons confiance en cela. Beaucoup de gens, vous connaissez justement l'Artemisia bangonté, qui est cette variété que je vous présente du docteur Chogu. Ceux qui le consomment nous font des retours et ça fonctionne. Donc, je veux dire, on ne peut pas, face à quelque chose dont on a la solution, même si c'est difficile, faire comme lorsqu'on n'en a pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que il y a des solutions, il y a des possibilités. Ce n'est pas redire qu'il n'y a rien, non, c'est pas ce que nous disons, mais simplement dire qu'il y a des solutions. Quand il existe des solutions, on cherche à les connaître, on les embrasse, on les adopte. Et voilà, par exemple, cet exemple, Carlos vient encore de nous dire, quand on nous dit il y a un mutant, et on ne prend pas le temps de nous expliquer qu'au fait, la peur qu'il y avait autour de ce mutant, parce que c'était la nouveauté, on ne savait pas encore, c'est normal qu'on soit inquiet, qu'on se dise que oula, ça devait être encore plus virulent. Mais maintenant, lorsqu'on sait que c'est moins virulent, on ne nous informe pas assez. Et pendant ce temps, les gens restent dans l'angoisse, et l'angoisse contribue justement à vous tuer et surtout à vous détruire même après parce que le drame, le plus grand drame, je n'ai même pas ces morts que nous avons en cours, c'est tout cet état psychologique dans lequel sera la société et notamment les plus jeunes personnes, comme je disais tantôt, nous y reviendrons. Oui, Carlos. Oui, j'allais rajouter, et je le dis souvent, c'est une maladie dont 70% de personnes qui sont en contact avec ce virus ne vont pas faire la maladie. Pourquoi? Parce que notre organisme va avoir suffisamment de moyens naturels pour combattre ce virus. Et notre système de défense naturelle va prendre le dessus sur le virus. Et pourquoi notre organisme prend le dessus? Parce qu'on a un organisme qui est moins stressé, qui est jeune, qui a moins de comorbidités, qui n'est pas obèse. Oui, parce que vous allez voir, on nous dit aujourd'hui, la plupart des morts, ils ont plus de 70 ans, 65 ans, pour la majorité, parce que c'est des gens qui vont cumuler des comorbidités, donc d'autres, ils vont avoir des maladies, des situations qui vont leur fragiliser davantage. Donc, le stress en fait partie, parce que quand on est stressé, on fragilise davantage notre système immunitaire. Aujourd'hui, ces chiffres, je m'adresse à Marjorie, ces chiffres ne devraient pas nous faire peur parce que si vous regardez les chiffres de la grippe saisonnière, on a autant de morts dues à la grippe saisonnière dans nos pays tous les ans. Mais c'est une situation qu'on vit avec depuis très longtemps. On n'en fait pas trop de boucan.
on a un vaccin contre la grippe saisonnière qui est répété tous les ans. La société vit avec, sans dramatiser les choses, comme c'est le cas aujourd'hui pour Le le coronavirus. coronavirus. Oui, il y a énormément de situations de communication dramatiques derrière cette pathologie. Tout simplement parce que, bon, voilà, les sociétés occidentales, ils ont fait le choix de s'orienter vers une communication de peur. Parce qu'il y aurait pu avoir d'autres types de communication derrière ce virus et s'en Bien sûr. sortir mieux qu'aujourd'hui. Mais on est parti dans un emballement pour faire triompher la peur et aujourd'hui, effectivement, on est saisi dans nos sociétés par cette peur et on se rend compte, je dis, les chiffres de morts qu'on nous donne, ce n'est pas plus, on a plus de morts dues au cancer, plus de morts dues à la grippe, au paludisme et à plein d'autres maladies que de morts dues au coronavirus. Donc, sincèrement, il faut arrêter d'avoir autant peur de ce virus. Par contre, il faut se prémunir. Et l'une des choses, c'est avoir une vie saine, bien se reposer, bien manger, éviter d'être en situation d'obésité si possible. Mais on sait que ceux qui ont des comorbidités comme le diabète, l'hypertension artérielle, malheureusement, ils ne peuvent pas au jour d'aujourd'hui l'éviter. Mais quand on comprend qu'on est plus vulnérable et qu'on rentre dans une voie pour se protéger du virus, on fait attention. Aujourd'hui, on devrait travailler plutôt à prévenir qu'à rester à pleurnicher au jour, je dis, dans nos maisons en croyant que voilà, la mort est à la porte quand on va franchir la porte parce que le coronavirus est présent partout. Certes, c'est présent partout aujourd'hui. On ne peut pas sérieusement, je dis sérieusement, on devrait prendre comme d'autres virus à vivre avec ce corona. On devrait apprendre à vivre avec et on n'a même pas d'ailleurs le choix parce que ça fait 1 an qu'on se bat contre et il est toujours là et le vaccin ne viendra pas l'arrêter. Le vaccin va limiter sa circulation, mais le virus sera toujours là. Voilà. Vous avez donc compris, notre objectif, c'est de nous apprendre à vivre avec, c'est de nous adapter. En fait, c'est le rôle de l'homme. De toute façon, c'est ce que l'homme peut faire de mieux. Pour mieux, c'est de s'adapter, commencer à s'adapter à n'importe quelle chose. Le problème, c'est qu'on nous fragilise. On nous donne l'impression, et nous y croyons finalement, et nous comptabilisons les morts avec. Nous l'avons fait l'an dernier, au début, mais à un moment donné, on s'est dit, mais c'est quoi cette culture morbide dans laquelle on est en train de nous faire évoluer. Bien évidemment, des gens meurent. Je discutais avec une personne encore tout à l'heure et il me dit, oh, il y a pire. Et pour citer le pire, il dit, il y a le coronavirus. Je lui dis, mais non, le coronavirus n'est pas la pire des choses qui puissent nous arriver. Je lui dis, le pire, c'est quoi? C'est la mort et puis même, tous les jours on meurt. C'est-à-dire que nous nous comportons. Le problème, je pense que en tant qu'acteur de sociologie, moi, je crois que nous sommes dans une société aujourd'hui qui nous a formés, qui nous a poussés à nous comporter comme si nous étions des immortels. C'est-à-dire qu'on nous donne l'impression que tout a une solution, que la vie, on devrait ne rencontrer aucune difficulté, alors que la difficulté fait partie de la vie. C'est ça qui crée même le dynamisme. C'est-à-dire que dès qu'il y a une chose, on commence à en avoir peur, au lieu de se demander comment on peut résoudre cette chose. Et alors que c'est cette capacité de résoudre ces situations qui fait le challenge. On veut nous donner l'impression que le coronavirus, c'est vraiment le truc absolu. C'est pas vrai, puisque nous continuons à vivre, nous sommes en train de nous parler. Carlos vient de l'expliquer par rapport à la situation de Marjorie. Marjorie qui écrit. Je salue Jeanne Sia qui nous rejoint d'ailleurs. Marjorie, je suis heureux de vos interventions en ligne. Comme vous le savez, c'est une émission qui se construit aussi avec vos interventions en ligne et ça nous intéresse. Et surtout, profitez-en, posez des questions sur le vaccin, sur tous les aspects à Carlos. Le but est pour moi, c'est que vous puissiez parler avec lui, qu'on puisse se parler et surtout que vous puissiez, j'espère, éloigner de vous l'angoisse et approcher les choses concrètement, sereinement.
parce que nos émissions ont ce but-là, voilà, ont cette fonction cathartique que nous voulons lui accorder, c'est-à-dire cette possibilité qu'à la fin d'une émission, quelqu'un ait appris quelque chose de nouveau, que quelqu'un ait réussi à se sentir meilleur, meilleur dans sa tête, meilleur dans sa peau et prêt à faire sa part pour que la vie fonctionne. Julie, en tout cas, nous dit qu'elle est allée au crématorium d'un monsieur, à la cérémonie, à la crémature d'un monsieur qui allait à l'hôpital pour le problème de diabète. Arrivé, il a attrapé le coronavirus à l'hôpital, dont l'acte de décès, et c'est écrit corona. Ben voilà un exemple, par exemple. Exactement. Je vous remercie, ma jolie. Il y a beaucoup d'exagérations. Hier, on apprenait le cas de ces gens qui sont des Chinois. On a fait des tests en fait qui sont positifs, mais en fait, on se rend compte que c'est pas positif. Même cette histoire de test, nous en avons parlé longtemps ici avec le docteur Joko. Il y a parfois des tests qui s'avèrent négatifs alors que c'est positif. Des tests positifs qui le sont pas. Et comme on vous l'a toujours dit, le test, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être en santé et d'avoir les solutions. C'est-à-dire, ou bien, quand vous n'êtes pas malade, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous êtes asymptomatique, c'est pas un problème. On vous l'a longuement dit ici. Ce n'est pas un problème. Vous faites un test, ça ne sert à rien même de faire un test, sauf si, voilà, vous allez rencontrer des gens ayant des comorbidités, j'en sais rien, ou on vous l'exige pour ceci ou cela. Parce que lorsque vous avez fait un test, vous allez vous comporter exactement comme lorsque vous n'avez pas les tests. C'est-à-dire que vous allez faire exactement les mêmes choses, les mêmes précautions. Mais la différence, c'est juste quand vous êtes malade, et quand on est malade, effectivement, on se retrouve avec un diabète à l'hôpital, et si on chope le coronavirus, c'est justement ce qu'on parlait des comorbidités, on est plus exposé. Peut-être que si cette personne avait pris quelques précautions à la maison et avait suivi un protocole qui est assez simple, il serait encore en vie. Donc, le coronavirus n'a été que l'accélérateur de sa mort, mais bon, ce n'est pas forcément, on ne peut pas forcément attribuer son décès au coronavirus. Je ne sais pas si je me trompe, Carlos. Non, tout à fait, tout à fait. Cette personne, malheureusement, est arrivée à l'hôpital. Peut-être les conditions d'hygiène n'étaient pas garanties. Il a eu une maladie nosocomiale. Il a contracté malheureusement le corona peut-être à l'hôpital. Et puisqu'il y allait pour son diabète, dans un corps diabétique, le virus trouve énormément de carburant pour aller au fond du poumon, se développer et prendre le dessus sur l'organisme. Et donc, peut-être ça a été rapidement, oui, chez cette personne-là, le virus a pris le dessus très rapidement et malheureusement pour lui, il est décédé. Et je dis. Et d'ailleurs, c'est ça le problème, Carlos, justement. C'est pour un petit peu rééclairer ce que vous évoquiez tantôt, c'est qu'en fait, au lieu que nous nous concentrions à veiller sur ceux qui sont vraiment les plus exposés, des gens souffrant de comorbidité, à leur donner des conseils, on fait peur à tout le monde. C'est-à-dire que même le jeune homme ou la jeune fille qui, effectivement, a peu de chances de tomber malade ou d'en mourir, se retrouve dans une forme de psychose et d'angoisse qui finalement font que les gens vivent mal alors qu'ils ne sont pas véritablement en danger de mort, comme on a déjà vu. Je veux dire qu'on nous a donné l'impression au début de ce truc qu'on allait tous mourir. Et il est impossible, il est anormal, il est même irresponsable de continuer à donner l'impression aux gens que nous allons mourir, on est toujours très en danger. C'est faux, c'est faux. En tout cas, moi, j'ai été malade, j'ai pu me remettre, et je suis là, je parle. Et d'ailleurs, lorsque j'étais malade, pour ceux qui nous suivent régulièrement, ils savent très bien que je continuais à faire des émissions. J'étais épuisé, j'en souffrais, mais bien sûr, il y en a d'autres qui n'en souffrent pas. Je veux dire, il ne faut dédramatiser, nous, cette histoire. Il y a beaucoup de morts parce qu'il y a des gens qui devaient mourir, bien évidemment. Il y a des gens qui ont des comorbidités, bien évidemment. Et on attribue tout à Corona. Ben oui, et bien, là, vous avez lu dans les journaux ces jours-ci, pour ceux qui suivent les médias français, vous avez lu qu'il y a eu 5 morts après la vaccination, de Pfizer. Il y a eu 5 morts. Mais beaucoup par raccourci, ils ont lié cette mort à la vaccination. Pourtant, quand on est parti regarder les situations, c'était des personnes de plus de 75 ans qui avaient énormément de comorbidités et que finalement, c'est des crises cardiaques, c'est tout ça qui les ont tués et pas
et pas le vaccin. Tout simplement pour vous dire que pour faire le lien entre des situations, il faut vraiment aller creuser pour cerner. Il faut aller chercher. Et on a vraiment aujourd'hui des chercheurs ou des spécialistes qui regardent, qui veillent par rapport aux effets indésirables. Parce qu'il y a en France, il y a des organismes de pharmacovigilance qui scrutent tous les remontées d'effets secondaires. Vous, quand vous prenez un médicament, vous avez sur toutes les boîtes de médicaments, beaucoup ne le savent pas. Vous avez toujours un numéro pharmacovigilance. Si vous prenez, vous avez un moindre effet, vous appelez directement, et je dis, ça sonne une fois, vous avez quelqu'un au bout du fil qui vous demande de faire votre déclaration d'effet, vous le dites. Et puis, si on constate pour un médicament qu'on a 100 personnes, ou même 10 seulement qui appellent pour se plaindre, même parfois une, parce que je connais des médicaments où il a suffi d'un cas dans le monde pour qu'on oblige certains laboratoires à inscrire dans la liste des effets secondaires cette situation, alors même que le lien de causalité n'a pas été fait entre le médicament et ce qui s'est passé. Voilà, c'est à nous. Et il faut savoir également que tous les médicaments, quel que soit le médicament qui existe, on continue toute la durée de la vie du médicament à être des cobayes de ce médicament, parce que toute la vie, on remonte des effets ressentis suite à la prise du médicament. Tous ceux qui vont prendre le vaccin aujourd'hui continuent à être des cobayes de ce vaccin, parce qu'on ne connaît pas les effets sur le moyen terme ni sur le long terme de ce vaccin. Et ça, on va apprendre à les connaître au fur et à mesure que les personnes se feront vacciner. C'est pourquoi certains disent qu'ils préfèrent attendre que beaucoup se soumettent à la vaccination, de prendre un an de recul pour savoir si réellement, sur le moyen terme déjà, on n'a pas des effets secondaires. Mais franchement, moi aujourd'hui, au départ, j'étais peu rassurant quand je parlais de ce vaccin parce que je n'avais pas pris le temps, je n'avais pas eu accès aux études. Pour être chercheur, pour avoir fait des protocoles, quand moi j'ai pris le protocole de Pfizer, il n'y a rien à dire. Les choses ont été bien calibrées et l'effectif soumis aux tests, ils ont été 40 000 dans le monde, c'est largement suffisant. Et quand on regarde le bras, parce qu'ils ont divisé l'essai en 2 bras, dont la moitié, c'était, on a donné le vaccin à des personnes qui avaient déjà été en contact avec le virus et l'autre moitié, des personnes qui n'ont pas été en contact avec le virus. Et donc, chez certains, on a donné une molécule sans vaccin et chez l'autre avec vaccin. Et au sorti de l'étude, on a regardé dans les 2 groupes, ceux qui avaient pris le placebo sans vaccin et ceux qui avaient pris le vaccin, on a regardé dans quel groupe il y avait eu plus de coronavirus par la suite. Et on s'est rendu compte que dans le groupe des personnes qui avaient pris le vaccin, il y avait 95% de personnes qui n'avaient pas contracté le virus, alors que dans le groupe placebo, il y avait énormément de cas de personnes qui avaient contracté le virus. Et ils ont fait 2 doses. Donc, ils ont fait une première dose et ensuite une deuxième dose dans les 2 groupes. Donc, finalement, quand on se rend compte, là, il n'y a pas plus clair en recherche de faire un essai thérapeutique que de prendre un groupe à qui on donne le médicament et un groupe chez qui on ne donne pas le médicament et on regarde si la maladie se manifeste dans les 2 groupes ou pas. Clairement, quand on regarde les données, le groupe qui a pris le vaccin, il y a eu, je pense, il y a eu 8 cas de coronavirus, alors que dans d'autres groupes, on est à des centaines de cas de coronavirus dans le groupe des personnes ayant pris le placebo, donc la molécule sans vaccin intégré. Donc, quand on regarde comme ça et on regarde que le protocole a été respecté, quand on est chercheur, parce qu'on travaille, nous, selon des standards. Si les standards, les protocoles n'avaient pas été respectés, après la publication de ce vaccin, tous les chercheurs du monde se seraient rués sur l'étude pour dire ça c'est quoi, pourquoi vous avez fait ceci, mais tout a été respecté aujourd'hui à la règle.
Nous allons y revenir, mais cela ne présente pas forcément une garantie. Non, non, ça ne D'accord. présente Nous pas allons une en grosse. parler. Et là, vous avez parlé, par exemple, du vaccin de Pfizer. Il y en a plein d'autres parce que c'est devenu un peu sur le marché comme les arachides. Hein. C'est souvent c'est des prix qui varient du simple au double, parfois même au quadruple en tout cas. Et je voudrais quand même dire que notre cheval de bataille, c'est de dire aux gens que déjà que le premier vaccin, c'est eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est leur rapport aux choses, c'est la précaution, c'est la prévention. Le vaccin n'est pas la panacée aussi, il faut Non, le non, non, dire. non, Ce non. n'est ni la panacée, ni la seule solution. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer notre finesse, Anastasia Finesse, notre coach bien-être nutrition, qui nous le dit régulièrement, et elle reviendra dans les prochains jours à nous parler de cette nutrition qui est donc la meilleure façon de nous préserver de la maladie. Hein. Justement, Jeanne Sia évoque que c'est quand même normal que les gens soient inquiets. Hein. Pour un vaccin en moins d'1 an, on ne comprend pas quelle est cette vitesse particulière pour ce vaccin. Peut-être que Carlos nous aidera à comprendre pourquoi il est quand même possible d'avoir une telle vitesse. Je salue Johan Franklin Boyo qui nous regarde depuis l'Allemagne et je salue aussi tous ceux qui nous regardent et que je ne vois pas. Je vous dis, nous sommes sur NK Solidaire. Nous sommes en train de partager avec vous quelques bribes de connaissances que vous devez reprendre à votre compte et traduire auprès des uns et des autres. Donc, ce qui serait bien, tout simplement, c'est déjà de partager notre émission dans vos différents réseaux. C'est également de vous abonner parce que chaque fois que votre cloche d'alerte, et puis mettre une cloche d'alerte, si vous êtes quelqu'un qui a soif de connaissances, hein, bien évidemment, moi je sais qu'il y a des gens où ce n'est pas du tout leur affaire hein, de chercher à connaître. C'est normal, c'est pas votre affaire. Passez votre chemin. Mais avant de passer votre chemin et de passer la main à quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce type de nourriture, qui ont besoin de ce type de substance. Nous sommes sur les réseaux sociaux parce que nous pensons que nous allons utiliser cet outil pour le mettre au service de notre bien-être, de notre émancipation, de notre co-construction, de l'éducation. C'est une plateforme de la didactique, mesdames, messieurs, c'est une plateforme pour faire que le virtuel se mette au service du concret. Et c'est comme ça que nous allons recevoir dans les prochains jours. Je vous ai dit, vendredi, nous revenons sur le cancer. La semaine prochaine, nous allons parler de la schizophrénie. Nous allons commencer par des savoirs d'acteurs, c'est-à-dire des personnes qui se coltinent. Les fous au quotidien viendront nous en dire, parce que parfois, nous avons des représentations sur des choses parce que nous ne connaissons pas, nous en avons trop peur ou que nous pensons que c'est absolument extraordinaire. Mais voilà, des gens viennent nous en parler. Nous recevrons également un psychiatre très prochainement qui viendra nous en parler. Comme je vous ai dit, un psychologue qui viendra nous dire comment accompagner notamment la jeune génération, les plus jeunes dans cette période assez particulière, pas tellement par le coronavirus, pas par le comportement, par la manière adoptée par les nations pour faire face à cette situation. Donc, ce n'est pas le coronavirus finalement le problème, c'est notre rapport avec le coronavirus qui est un problème, Carlos. Effectivement, c'est le rapport que nous, en tant qu'humains, nous avons avec ce virus qui nous pose problème. C'est notre représentation qu'on fait de ce virus-là qui est problématique. Parce que le virus en lui-même, je dis, c'est un virus comme les autres. Et qui, avec notre monde aussi émancipé, n'aurait jamais pu nous faire autant peur. Autant peur. C'est vrai que quand quelque chose est nouveau, l'homme réagit toujours par la peur face à ce qui est inconnu. Mais très rapidement, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, parce que ça, je rejoins d'ailleurs, je profite pour répondre à Jeanne Sia qui a dit comment est-ce qu'on a pu trouver un vaccin aussi rapidement. Parce que quand on regarde la technologie je dis Pfizer, Moderna, ils ont utilisé, c'est un peu une technologie, elle est nouvelle dans l'utilisation du vaccin, mais cette technologie a été déjà avait été validée chez les animaux il y a longtemps. La technologie était dans le tiroir, déjà prêt à être dégainée. Et l'une des choses, c'est qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on a pu connaître ce virus le plus rapidement possible? C'est qu'on a aujourd'hui dans nos laboratoires des séquenceurs à haut débit. Avant, pour séquencer un génome d'un micro-organisme comme ça, on pouvait
fait 6 mois de séquençage. On le faisait par bout parce que les automates… C'est quoi séquencer? C'est quoi? Effectivement, parce qu'il faut savoir que quand on nous parle de l'ADN qui est notre patrimoine génétique, c'est des agencements des éléments qu'on appelle des bases. Hein. On a des millions d'agencements. Et quand on parle de séquencer, c'est d'aller lire pièce, maillon par maillon, quelle est la constitution et l'alignement de notre génome ou de notre ADN. C'est ça le séquençage. Et avant, pour le faire, on prenait des années. D'ailleurs, même il y avait des équipes au niveau mondial où on partageait les bouts. On disait tel pays va séquencer chez le rat, telle partie, ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, en un laps de temps, on le prend, on dépose dans un séquenceur à haut débit. Donc, c'est une machine qui permet d'aller lire morceau par morceau le génome d'un être vivant, d'une cellule, d'un microbe, d'un humain, ainsi de suite. Et ça donc, nous pouvons comprendre que la machine permet d'accélérer, permet d'aller plus vite. Là, on prenait plus de temps, d'accord. Mais sauf que Tanali nous dit, et puis il y a aussi Dora Chams qui réagit, et c'est très intéressant. Mais avant cela, Tanali qui nous dit que, en fait, le vaccin n'empêche pas de rattraper le virus, le Covid, et même de contaminer. Mais c'est quoi ce marché de dupes finalement? C'est-à-dire que si j'ai un vaccin et que ce vaccin ne m'empêche pas d'attraper et même de contaminer les personnes, c'est quoi? Ça, effectivement, aujourd'hui, le vaccin n'empêche pas de choper le virus, mais ça empêche de choper les formes graves, qui est la forme qui tue le plus. Ça n'empêche pas. On pourrait donc penser que s'il y avait un vaccin qui fonctionne, il faut peut-être plus que ce soit des gens qui ont des comorbidités, je ne sais pas, qui sont des publics plus exposés, pas forcément tout le monde. Mais c'est pourquoi d'ailleurs, si vous regardez les politiques de vaccination dans les pays, c'est d'abord orienté vers ces personnes qui ont des comorbidités et des personnes les plus exposées de la société. C'est d'abord ça. Déjà qu'il n'y a pas, il n'y a pas de dose pour tout le monde. En France, par exemple, on a commencé par les EHPAD. Ensuite, par le personnel soignant, âgé aussi, parce que c'est des gens qui étaient à l'hôpital et qui étaient au quotidien exposés. Donc, je pense qu'ils ont tenu compte quand même de cette fragilité de certaines souches dans notre société. Et on a commencé par vacciner ces personnes-là. Sauf qu'aujourd'hui, on a la peur à instaurer, je dis dans notre société, la communication par la peur a instauré une phobie pas possible. Aujourd'hui, on voit des gens beaucoup veulent se faire vacciner, beaucoup demandent à se faire vacciner. Et bon, ils vont faire pression sur les politiques et puis ce vaccin-là va finir par être mis à disposition de tout le monde. Mais il y a d'autres vaccins qui sont en train d'arriver. Il se trouvera qu'on aura un vaccin où, quand on le prendra, on ne pourra plus faire la maladie. Parce que certains peuvent continuer. D'accord. C'est un choix. Oui. C'est un choix qui est discutable, comme nous l'avons dit. Hein. Il y a des méthodes curatives parce que nous allons peut-être que Carlos nous aidera à comprendre pourquoi ils ont donné plutôt la priorité au vaccin et non à la thérapie, aux méthodes curatives. On va peut-être y arriver parce que je voudrais vous dire que nous avons des solutions. N'oubliez pas, moi je vous ai dit, je suis un dealer. Je suis un dealer d'Artemisia et il faut toujours vous avoir votre Artemisia chez vous pour, non seulement par rapport au coronavirus, je vous ai dit, pour le paludisme, il n'y a pas meilleur antipaludéen que l'Artemisia parce que déjà, pour ceux qui voyagent, qui vont dans les zones tropicales, ainsi de suite, tout ce que vous voulez, ce n'est pas la peine de vous intoxiquer avec la fiame et tout ça. Artemisia, et d'ailleurs, c'est avec beaucoup de taux stimulants, c'est n'est pas tout protecteur, beaucoup de choses. Je pourrais vous en parler. De toute façon, nous allons accueillir dans les prochains jours Dr. Choubo, cette chercheur qui travaille sur cette variété spécifique
que nous distribuons, mais vous, l'Artemisia annua que vous trouvez, surtout la variété annua, nous vous recommandons. Voilà, prenez-en. Et puis, il y a une posologie aussi. C'est un médicament. Même si vous pouvez prendre à faible dose comme tous les jours, je veux dire que en dehors de l'Artemisia, il existe des solutions. Mais avant de revenir effectivement à cette question, à cette préoccupation qui était mienne, qui est certainement celle de beaucoup d'autres personnes, pour dire cette option vaccinale, alors qu'on a négligé de mon point de vue et du point de vue de plusieurs chercheurs aussi, comme Carlos et d'autres, des méthodes comme celle du professeur Aoun ou beaucoup d'autres. Il y en a qui nous ont dit effectivement que la vitamine D, en renforçant les personnes avec la vitamine D, ça aurait suffi à faire face à beaucoup de situations, même les plus graves. En tout cas, Artemisia nous porte des résultats. Je reviens donc à la question de Dora Chams. Dora Chams dit que, au fait, et elle est absolument reconnaissante pour ses explications de Carlos, mais moi j'aime bien, je vous rappelle, vous qui nous regardez en ligne, que ça nous intéresse, la contradiction, notre point de vue, c'est ça. Nous ne pensons pas être là pour vous inoculer la science infuse. Au contraire, nous sommes là justement pour exercer votre sens critique. C'est ça la différence. Parce que nous sommes contre justement ces médias mainstream qui ne passent leur temps à diffuser une certaine pensée unilatérale, d'ailleurs, qui crée cette suspicion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont dire même des choses qui sont vraies et nous aurons le droit de douter parce qu'ils n'ont jamais permis qu'il y ait de la contradiction, qu'il y ait une parole qui soit échangée de manière que des gens fassent effectivement un choix éclairé. Parce qu'on ne peut pas faire un choix éclairé si on n'a pas des avis contradictoires. D'accord? Et donc, n'hésitez pas, si vous pensez autrement, nous ne sommes pas des diffuseurs de sciences infuses sur cette plateforme, nous sommes des agitateurs de la connaissance, du savoir et des dealers de l'information. Oui, nous sommes là pour vous le partager. Et ce que je voudrais donc dire, c'est que je suis très heureux de voir que Dora Chams nous dit que elle est sceptique néanmoins, Carlos, du fait que l'ARN puisse ne pas produire des protéines escomptées tenant compte des multiples séquences géniques qu'il faut pour avoir cette protéine immunisante, justement. Au finish, dit-elle, le vaccin ne peut pas nous protéger d'attraper le Covid, mais peut nous causer des effets indésirables graves qui n'ont pas été élucidés pendant les essais cliniques. Ce que je veux dire à Dora Chams, c'est que pendant les essais cliniques, les effets indésirables ne sont jamais tous visibles. C'est pourquoi il y a pour tout médicament les études de phase 4, les études post-marketing. Donc, une fois que le médicament est sur le marché, les laboratoires ont l'obligation, de par les autorités, de continuer à recenser tous les effets indésirables remontés par les médecins et ceux qui prennent les médicaments. Et tous les ans, ils font un rapport de ces effets auprès des autorités qui gèrent le médicament. Et les autorités analysent ces effets, regardent s'il y a des liens de causalité vraiment avec le médicament et imposent au laboratoire de modifier la liste des effets indésirables. On ne peut pas, non, il n'y a aucun, que ce soit le paracétamol, il n'y a aucun médicament où on a vu tous les effets secondaires avant de mettre le médicament sur le marché. Ça n'existe pas. Il faut savoir que quand on prend un médicament, on continue à être cobaye de ce médicament. Et donc, c'est nous qui enrichissons la liste des effets secondaires. Mais ça, c'est à un prix fort, quand même, parce que ce que je dis, Jeanne, est très important. Jeanne, qui nous dit que, en fait, qui fait le rapport avec le vaccin de la grippe, qui dit, bah, en fait, on nous dit, faut prendre le vaccin de la grippe, tu tombes quand même malade, tu prends pas, tu es malade, bon, voilà. Mais ce que dit, justement, Jeanne est aussi très important, c'est-à-dire que, à la longue, effectivement, on fragilise notre corps et notamment, c'est-à-dire que le corps humain est fait pour s'autodéfendre. On diminue nos capacités de s'autodéfendre. C'est quand même un problème aussi, non? Ben, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que quand on surprotège quelqu'un ou un enfant, cet enfant, à l'avenir, a du mal à se défendre tout seul. Ben, voilà. C'est exactement le même principe. Un organisme, vous le verriez, que des personnes qui vivent chez nous dans la rue, c'est des gens qui ont un système immunitaire très costaud. Ils ne sont pas protégés. Mais le fait d'être au contact régulier avec les germes nocifs, ils se
développe des systèmes de défense très importants. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a travaillé 20 ans dans la rue avec des personnes tuberculeuses qui n'avaient jamais pris un BCG et qui avaient développé des anticorps contre la tuberculose. Parce que son organisme a fabriqué son propre vaccin contre. C'est le principe de l'organisme. Je dis, on meurt d'une maladie parce que cette maladie a pris le dessus sur nous. Autrement, beaucoup, quand ils sont malades, l'organisme réussit tout seul à vaincre le germe de la maladie. Ça, c'est tous les jours. Hein. Parce que je dis, là, on est en train de parler, ça se trouve qu'on a peut-être un germe qui est en train de vouloir prendre le dessus. Le corps est en train de le combattre. Si demain, je dis, ah ben tiens, j'ai une grippe, c'est que le germe a pris le dessus. C'est pourquoi il y a toujours une période d'incubation pour toutes les maladies. Et pendant l'incubation, c'est la période pendant laquelle notre système immunitaire se bat contre le germe en question. Et si, au bout de l'incubation, le germe a pris le dessus, on tombe malade. Si notre système immunitaire a pris le dessus, on vainc le microbe et on n'est pas malade. Et je le dis encore, 70% de personnes qui vont rentrer en contact avec ce virus, c'est des personnes qui ne vont pas développer de symptômes. Ils ne vont pas être malades. Parce que le corps tout seul a réussi à fabriquer des anticorps pour vaincre la charge virale. Et ça, il faut un corps qui soit sain, il faut un corps qui soit éloigné de l'obésité, il faut un corps qui ne soit pas diabétique, qui n'ait pas d'hypertension artérielle, il faut un corps effectivement où les comorbidités sont absentes. C'est ça le propre. C'est pourquoi ici on prêche d'ailleurs par la prévention. Et je vais rajouter… Par la prévention, oui. Pas la prévention, justement, oui, pardon. Oui, nos systèmes de santé n'aiment pas la prévention. Voilà. Oui, nos systèmes de santé, si on le voit globalement, on a très peu de politiques de prévention dans nos systèmes de santé. Parce que c'est aussi un business, c'est aussi de l'argent. C'est ça, parce qu'il y a de l'économie derrière. Il faut le comprendre. Il y a Nous sommes des cobayes, finalement, pas seulement du vaccin, mais de l'économie. C'est-à-dire, on nous utilise pour pouvoir… Il y a de l'économie derrière. Ça, c'est certain. Il ne faut pas être Très bien. Il faut savoir qu'il y a de l'économie. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Quand je vois, il y a beaucoup parmi nous qui, quand ils ont un peu mal à la tête, ils se ruent sur un Doliprane. Très bien. C'est ce que je voulais aborder, justement. Oui, ils ne se posent jamais la question de savoir est-ce que les moments qui ont précédé mes maux de tête, est-ce que je me suis suffisamment reposé? Est-ce que ma digestion passe très bien? Est-ce que j'ai eu, peut-être, je me suis tiraillé avec quelqu'un, ma tension… Voilà, j'étais stressé, j'étais angoissé. Voilà. On ne questionne pas notre organisme, on se rue vers le comprimé sans question. Alors que souvent, il suffit de prendre un peu de repos, 20 minutes, 30 minutes, on s'allonge et les maux de tête passent sans qu'on ait à prendre 1000 mg de Doliprane avec les traces nocives que ça laisse dans l'organisme. Et il faut savoir, aucun médicament n'est sain. Déjà, c'est le pharmacien le premier à vous dire. Un médicament, c'est un rapport entre les effets bénéfiques et les effets néfastes. Et les effets néfastes sont toujours là, sauf que l'effet bénéfique prend un peu le dessus. Donc, ne prenons pas l'habitude de nous ruer sur des médicaments pour tout et n'importe quoi. Surtout des médicaments qui sont chimiquement fabriqués. On peut se passer de certains médicaments. L'organisme peut se défendre devant plein de choses, mais il suffit de comprendre comment fonctionne notre organisme. Si on n'a pas compris comment fonctionne l'organisme, ce sera difficile de donner à l'organisme ce qu'il a besoin pour nous protéger. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de faire encore une émission sur le médicament, le business du médicament, pour vous montrer comment effectivement on nous intoxique et puis nous-mêmes, nous participons à cette intoxication et puis voilà, nous nous empoisonnons comme ça volontairement. C'est exactement ce qu'on voulait dire. Et puis,
Avant de passer à la question, je salue bien évidemment tous ceux qui nous regardent et qui nous rejoignent. Vous pourrez partager dans différents réseaux, mesdames et messieurs. Ce sera utile pour des gens qui nous écoutent. Ce sera peut-être pas utile pour vous qui êtes de passage, qui ne ressemblent pas à ce qui vous intéresse, mais dites-vous bien qu'il y a des gens que ça intéresse et dites-vous bien qu'au long des jours, nous sauvons beaucoup de vies et nous en sommes absolument fiers. Parce que pensez toujours, c'est une bouteille à la mer. Je salue ceux qui vont nous regarder lorsque nous ne serons pas là. Et bien évidemment, je salue Chantal Ogada qui, à sa pause, prend le temps de venir nous rejoindre. Je vous remercie. Nous formons une communauté au long des jours. Nous nous connaissons de plus en plus et c'est tant mieux. Bonjour aussi et bienvenue Florence Nana, Vincent de Paul, je vous salue. Et nous étions en train de parler de la question de la singularité des êtres aussi, du décor. C'est ce que Tanani évoquait en disant que nous sommes tous différents. On ne peut pas non plus penser qu'un vaccin va fonctionner de la même manière. C'est-à-dire que cette standardisation, cette uniformisation du soin est un problème. Docteur Choco, que nous allons retrouver bientôt, d'ailleurs, nous a toujours dit cela, il nous a toujours aussi recommandé cette singularisation dans l'approche thérapeutique et surtout de ne pas être esclave du médicament, et justement d'où le danger. Et juste, voilà, même le paracétamol est hépatotoxique, effectivement, comme disait Jeanne Sia. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous recommandons de prendre de l'artémisia de temps en temps, parce que ce sont des plantes, c'est naturel, et ça vous aide beaucoup. Et j'en profite pour saluer Divine Grâce qui nous dit, parce que vous savez, dans le cas de la pharmacovigilance, justement, vos retours m'intéressent. Quand vous m'envoyez des SMS, je les transmets à Dr. Chugo, qui est chercheur, pour qu'on sache comment cela agit dans votre cas. N'hésitez pas à nous envoyer des messages en privé, en inbox, pour nous raconter votre expérience avec cette artémisia, parce que c'est un produit de la recherche. Divine qui dit, par exemple, que ça l'aide à bien dormir. Vous voyez, c'est ça. En fonction des organismes, il y a des personnes, ça va vous auto-stimuler lorsque vous êtes parfois dans des phases de dépression, c'est important. D'autres, vous avez des gens, ça va effectivement l'aider à dormir comme sans délicat. D'autres personnes, ça les aide à bien digérer. Mais c'est d'abord, comme vous le savez maintenant, très puissant en situation de paludisme et de coronavirus, comme on évoquait tantôt. Peut-être que Carlos voulait ajouter quelque chose par rapport à cette façon de consommer les médicaments comme si c'était des arachides, avant que nous passions à la question de Florence Nana. Ah oui, je sais. Il ramasse comme ça, il mange. Oui. Oui, comme dit Jeanne, c'est un hépatotoxique. C'est d'ailleurs très dangereux parce qu'on se suicide avec ce médicament. Et il faut vraiment, je dis, tout médicament doit être consommé avec modération. Ce n'est pas pour rien qu'il faut passer par un spécialiste pour en avoir et que certains se font, je dis, même aujourd'hui, ceux qui sont vendus en service libre dans les pharmacies, ce n'est pas pour autant que c'est sans inconvénient pour votre corps. Il faut se dire à chaque fois que vous consommez une molécule chimique. Et que cette molécule-là utilise des éléments dans votre corps pour se détoxifier, peut-être par les reins, par le foie, et ce faisant, fragilise ces organes qui sont utilisés pour la détoxification. Donc, il faut vraiment, si on peut le moins consommer ces médicaments, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Justement, avec Carole. On a une espèce de peur aujourd'hui que on ne supporte plus 2 secondes de maux de tête, on ne se pose pas de questions, on se rue sur les cachets, même quand on va se coucher. Hein, on prend d'abord les cachets et ensuite on se couche. Alors qu'on est en train d'aller se reposer justement pour que le corps se répare, mais on prend des cachets. Voilà, et parfois, c'est qu'on est déshydraté, parfois on n'a même pas bu de l'eau de la journée, on se dit, mais voilà, ça fait des 7 heures, 8 heures de temps, je n'ai pas bu de l'eau. Et que mon corps se déshydrate et que c'est peut-être pourquoi j'ai les maux de tête, mais on ne se pose pas ça, on se rue sur les cachets. Et c'est malheureux parce qu'on doit apprendre à... Moi, quand quelqu'un me dit j'ai mal à la tête, je demande, tu es constipé? Très souvent, il réfléchit, il me dit, ah oui, je me rends compte là que ça fait quelques jours. Et je dis, mais il faut déjà régler ce problème avant de chercher à prendre les paracétamol pour quoi que ce soit. Parce que quand on a une digestion qui ne passe pas, c'est normal. On a un lien entre la tête et un autre tube digestif. Donc, quand ça ne passe pas là, c'est normal qu'on ait
des maux de tête. Et ça, les gens ne se posent pas de questions, on se rue parce que c'est la voie de la facilité. En tout cas, nous allons parler longuement dans les jours qui viennent de cette fameuse façon de faire avec les médicaments. Hein. Carlos en sait plus d'un tour là-dessus et nous allons consacrer une émission spécialement sur le médicament et vous allez comprendre pourquoi nous disons tout cela. Nous ne sommes pas là pour vous dire ce que vous allez faire. Après, vous voulez faire, vous faites. Vous vous mettez ça, vous voulez même mettre ça à la place d'une dollar dans votre repas. Faites-le. Si elle est dans les arachides, vous mettez les paracétamol, Doliprane, c'est votre choix. Mais on vous dit, simplement, on essaie de vous dire ce que c'en est. Même ça, lorsqu'on vous dit, il y en a certains, ils s'en fichent. Mais bon, mais c'est pas grave, on va quand même le dire parce qu'il y a un ou deux qui vont entendre et qui vont protéger leur foi, qui vont protéger leur santé. Justement, revenons à la question de ce vaccin, Florence qui veut savoir l'appréciation de Carlos et d'où vient ce doute. Bon, Florence est venue un petit peu en retard. On l'a déjà évoqué, on ne va pas reprendre tout ce qu'on a dit, mais elle se demande quand même quelle est la conduite à tenir pour elle, pour des gens comme elle, qui sont dans les métiers de la santé, professionnels de la santé. Moi, je vais dire à Florence que Florence, c'est une question qui est individuelle. Il faudra regarder, vous, est-ce que vous avez des comorbidités? Est-ce que vous vous retrouvez dans le cas des personnes fragiles face à ce virus? C'est la question à se poser. Parce que si vous vous retrouvez dans cette situation, je vous dirais de vous vacciner contre ce truc parce que on sait que le virus vous touche. C'est plus grave pour vous si vous êtes dans une situation de comorbidité. Mais si vous ne l'êtes pas, moi, je dis, faites comme moi, prenez du recul, attendez de voir ce qui va se passer et décidez-vous par la suite. Mais je vous ai donné mes arguments. Tout à l'heure, j'en ai parlé. J'ai dit, j'ai regardé de fond en comble cette étude et moi, j'ai trouvé qu'ils ont été rigoureux dans la manière de faire, mais ils ne vous ont jamais dit que, que cette molécule ce vaccin était efficace à 100%. Hein. Comprenez bien que vous pouvez faire partie des 5% parce qu'ils ont parlé d'un vaccin efficace à 95%. Voilà. Vous comme moi, nous pouvons faire partie des 5% chez qui ça ne marche pas. Ben oui. Donc, non, ça me fait penser à une expression chez moi. C'est ça qui me faisait rire en même temps parce que je ne pourrais pas vous le traduire. Donc, il y a des gens comme ça, c'est toujours sur eux, ça tombe. Donc, on peut être parmi les 5%. Bien évidemment. N'oublions pas ça. N'oublions pas ça. Il y a ce 5% qui reste d'inefficacité par rapport à ce vaccin. C'est pourquoi on verra des gens qui continuent à être malades après l'avoir pris, des gens même qui meurent du Covid après l'avoir pris, parce que ces gens-là feront partie des 5% et le laboratoire vous dira, je n'ai jamais dit que mon vaccin était efficace à 100%. D'ailleurs, les laboratoires, ils sont assez malins, hein. Ils sont responsables de rien. Hein. Ils se sont débrouillés à n'avoir aucune responsabilité dont les conséquences, ce sont les États, mais eux, ils n'ont aucune responsabilité. Hein. C'est parce qu'ils ont eu la pression de la part des États de trouver un vaccin. Ils ont dit, bon voilà, puisque vous voulez qu'on aille vite, il faudra aussi qu'on partage effectivement les conséquences si jamais il y a des choses, oui. Et aujourd'hui, c'est les États qui donnent les autorisations parce que l'Union européenne, par exemple, est regroupée. Ils ont une autorité de santé qui est l'Agence européenne du médicament, qui veille à la qualité des médicaments mis sur le marché sur le continent européen. Donc, cette agence qui représente les États a donné son quitus à ce médicament. Ils ont les plus gros experts européens en la matière. Les experts ont regardé et se sont dit, voilà, ce médicament, il ne présente pas plus de risque qu'un autre médicament pour les citoyens européens. Vous pouvez lui donner votre quitus. Il est aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Les gens se vaccinent. En France, il y a eu 139 effets indésirables déclarés. Parmi les 139, il y a eu 5 effets indésirables
grave. Qu'est-ce qu'un effet indésirable grave? C'est un effet qui est susceptible de provoquer la mort, entraîner un handicap, entraîner une hospitalisation, provoquer une malformation fœtale. Il y a 5 critères au total qui qualifient un effet indésirable grave. Et les autorités, l'ANSM qui gère les médicaments en France, a répertorié depuis le début de la vaccination en France 139 effets indésirables, parmi lesquels il y avait 5 de graves. Et on nous a appris également, le ministre, il y a quelques jours, je pense il y a 3-4 jours, qu'il y avait eu 5 personnes qui étaient décédées après le vaccin, mais que les enquêtes faites auprès de ces personnes qui vivaient dans des EHPAD a révélé qu'ils sont morts à cause des comorbidités et non du fait de ce vaccin. Oui. Donc, le médecin, justement, pour parler des vaccins, Chantal, qui nous dit « Salut, bonsoir Numbi, Ange Benga, bonsoir aussi. » Et à tous ceux qui nous rejoignent, à ceux qui passent et qui repassent. J'espère que vous passez le message également dans vos réseaux, même si vous n'avez pas le temps de regarder l'émission en direct, vous aurez en vidéo, vous pourrez regarder sur notre plateforme Inca Solidaire. C'est un incubateur de solidarité, c'est un lieu où nous rencontrons pour faire l'échange de savoir. On donne gratuitement et on reçoit aussi gratuitement. Et Chantal, donc son médecin a fait le vaccin et est testé positif une semaine après. Donc, c'est assez aléatoire, c'est ce qu'on veut dire. Et une question précise aussi de Jeanne. Jeanne qui a une connaissance hyper tendue, qui est sous traitement, qui a eu le coronavirus, mais était asymptomatique. Oui, c'est justement ce qu'on est en train de dire, qu'on ne peut pas, c'est pas parce qu'on a des comorbidités, c'est pas parce qu'on est obèse ou c'est pas parce qu'on a diabète que forcément on doit avoir le coronavirus et qu'en cas de coronavirus, on doit mourir. Pas du tout. Non, c'est justement ce lien immédiat entre contact de la maladie, entre coronavirus et décès qui est un scandale. Voilà. C'est-à-dire que de donner l'impression que le seul fait d'être au contact du virus fait que votre vie est en danger, c'est ça que nous décrions. Ce n'est pas que le coronavirus n'est rien, ne fait pas de mal. Sinon, pas du tout. Sinon, je vous encouragerais pas à prendre à titre préventif l'artémisia et beaucoup d'autres choses. Mais n'exagérez pas les proportions non plus. Hein. C'est comme toute chose, bien évidemment. Mais on veut simplement dire que on a des solutions. On peut rester lucide et l'approcher dignement, sereinement. Oui, j'étais en train de lire une question de Carole. Oui, répète ta question, NK, s'il te plaît. La question de Carole qui demandait si on peut avoir, peut-on savoir si l'on a fait le Covid un an plus tôt? Ah oui, justement, avant de répondre à la question de Carole, j'étais en train de parler de ce caractère aléatoire et d'expliquer qu'effectivement, Jeanne n'a pas à s'inquiéter si la personne est hyper tendue. Ben oui. Et elle chope le coronavirus et reste asymptomatique, mais c'est une bonne nouvelle. C'est ce que nous vivons tous les jours. On vous a dit qu'en matière de coronavirus, le seul danger, c'est d'être malade. C'est-à-dire, tant que vous ne vous sentez pas malade, tant que vous pouvez faire face, il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est quand vous avez, vous n'arrêtez pas de vivre parce que vous risquerez d'attraper un rhume. Certains vont me dire non, le coronavirus, c'est quand même pas rien. Si, c'est une pathologie, même moins que les autres. Nous l'avons dit en début d'émission, on va pas revenir là-dessus, mais on va donc prolonger en répondant à la question de Carole, parce que justement, j'ai beaucoup eu de témoignages de personnes qui ont eu exactement ces symptômes de coronavirus avant que ça ne devienne à la mode. Effectivement, est-ce qu'on peut le savoir? Sa question, c'est que est-ce qu'on peut savoir qu'on l'a eu un an plus tôt ou quelques mois plus tôt? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps dure l'immunité quand on l'a eu. D'aucuns aujourd'hui pensent que ça ne va pas au-delà de 8 mois. Si vous l'avez eu, et ça, c'est encore individu dépendant, parce que j'ai entendu quelqu'un qui l'a eu 2 mois après, il n'avait plus d'anticorps. Et certaines personnes qui l'ont eu 8 mois après, ils en avaient encore.
Donc, c'est vraiment organisme dépendant. Et aujourd'hui, la science ne sait pas encore nous dire combien de temps dure l'immunité quand on l'a eu. On ne sait vraiment pas. Le vaccin arrive là. On ne sait pas combien de temps ça confère l'immunité. D'aucuns nous parlent de 8 mois, de 6 mois. On ne sait pas combien de temps ce vaccin va nous protéger. Est-ce que ce sera, et je pense qu'on va là partir vers un vaccin qui sera répétable tous les ans, comme le vaccin de la grippe, en attendant peut-être qu'un laboratoire nous sorte un vaccin où on aura à prendre 2 doses pour toute la vie. Pour l'instant, les vaccins qu'on a tendent plutôt à être des vaccins qu'on aura à répéter tous les ans parce que l'immunité ne dure pas même pas sur une année. Mais donc, pourquoi il est difficile aujourd'hui de savoir si on a eu parce que pour savoir qu'est-ce qu'on fait, pour savoir, on va regarder si ton corps a des anticorps. Si ton corps a des anticorps, ça veut dire que ton corps a été déjà en contact avec le virus. Or, si ces anticorps-là ne durent aujourd'hui que 6 à 8 mois, et encore, c'est individu dépendant, c'est difficile à dire si on saura. Chez certaines personnes, on pourra peut-être voir des traces, chez d'autres, on ne verra pas. Donc, ça varie énormément d'un individu à l'autre. Tout comme je vais nous parler des hypertendus. Vous pouvez avoir 2 hypertendus, l'un prend, il est symptomatique, et l'autre ne l'est pas, parce qu'ils n'ont pas le même patrimoine corporel. Non, à côté, peut-être, son hypertension est peut-être plus avancée que celui de son voisin. Ou à côté de cette hypertension, il a d'autres complications que l'on ne sait pas. C'est ça. Donc, c'est vraiment individu dépendant. Il faut prendre les choses. C'est d'ailleurs pourquoi on fait un peu de la médecine personnalisée, parce que aujourd'hui, les gens ne répondent pas de la même manière. Je dis que ce soit le même traitement ou la même maladie. Les symptômes ne sont pas tout à fait pareils. Moi, je vous ai raconté ici le cas d'une famille où je connais et je suis 3 patients drépanocytaires. Et un qui fait les crises tous les mois, qui est hospitalisé tout le temps. Un qui ne fait jamais de crise. Et un autre qui va faire 1 seule, 2 crises par an. Alors qu'il y a, je dis, même père, même mère, ils sont 3 enfants ayant la même maladie, issus des mêmes parents. Et l'expression clinique de la maladie est tout à fait différente d'une personne à l'autre. Donc même, on a beau être issus des mêmes parents, on ne répond pas de la même manière aux maladies ou au traitement. Non. Justement, pour terminer, parce que nous allons tendons à conclure là maintenant, nous reviendrons sur ce sujet probablement la semaine prochaine, parce que voilà, c'est un petit peu aussi ce qui nous préoccupe en ce moment. On va revenir un peu souvent sur cette question du vaccin et pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Et nous allons terminer cette émission effectivement en se demandant, en essayant, peut-être Carlos essaiera de comprendre, mais pourquoi on est toujours en train d'attendre, d'espérer un vaccin et au lieu de développer, voilà, je sais, pour des raisons voilà, de lobbying économique, on peut négliger telle approche par rapport à telle approche. Et d'ailleurs, en lien avec ce que vous étiez en train d'évoquer, il faut, c'est révoltant parce qu'on voit que justement les laboratoires pharmaceutiques tendent à standardiser les offres, alors qu'on est en train de dire qu'il faut singulariser, que la médecine, l'approche du soin et à personnaliser parce que les gens sont très différents à travers cet exemple que nous venons d'entendre. Et pourquoi donc, pourquoi cet acharnement à toujours courir vers le vaccin au lieu de libérer les possibilités pour soigner véritablement la maladie, pour que chacun, comme on le fait lorsqu'on a une fièvre, comme lorsqu'on fait lorsqu'on a n'importe quel un rhume, pour que des personnes puissent être autonome, avoir la possibilité de se soigner, de savoir comment se soigner. Pourquoi puisque nous allons vivre avec, pourquoi cette tendance surtout encore à nous faire croire que le vaccin seul va nous sauver? Non, c'est parce qu'ils ont cru qu'on pourra trouver un vaccin qui soit un vaccin qui éradique totalement la maladie, parce que l'idée derrière le vaccin,
c'est d'entraîner dans la société une immunité générale, que la société soit protégée euh, totalement contre ce vaccin, contre ce virus avec du temps. Et ce faisant, ben, les coûts sont moindres par rapport aux médicaments. Quand on est malade, on a le médicament, on a les soins, on a le personnel soignant, infirmiers, médecins, hospitalisation qui coûte énormément cher à la Non, mais c'est sécurité. pas sérieux parce que bon, là, c'est un autre débat qui risque de nous faire prendre encore notre temps pour revenir. C'est justement parce qu'il y a une forme de cynisme. Nous savons très bien que la solution de l'hydroxychloroquine est quelque chose qui ne coûte rien. Nous savons très bien que quand nous proposons l'artémisia, Madagascar l'a fait, on a vu. Je dis, mais bon, on a du mépris par rapport aux méthodes. Même le Sénégal qui avait adopté cette solution malgache avec l'effet des pressions des labos, ils ont changé de fusil d'épaule. Et ce que je veux dire, c'est comme nous avons donc cette artémisia qui nous aide, qui nous soigne, qui nous prévient du palu, mais on ne développe pas cela parce qu'on veut que nous soyons dépendants des médicaments et des laboratoires parce que ça produit de l'argent. Je vais dire simplement que on sait très bien que si on choisit l'approche thérapeutique, on peut trouver des solutions qui ne coûtent rien. Quand nous avons vu que, effectivement, Dr Choco et les autres nous l'ont dit, quand avec 100 mg d'aspirine, on peut éviter l'embolie, ça veut dire qu'on peut ne pas se retrouver à l'hôpital. Donc, il y a des solutions qui ne coûtent rien. Les médecins généralistes, beaucoup l'ont dit, ils ont accompagné des personnes malgré l'interdiction. On a interdit aux médecins de soigner, alors qu'ils étaient capables, sans arriver à l'hôpital, on peut soigner des gens. C'est une stratégie qui n'est pas bonne, à mon avis, non? Je suis tout à fait d'accord qu'on n'ait pas pu donner à certains protocoles effectivement la chance d'exister. Il y en a eu chez qui on n'a vraiment pas laissé la chance d'exister. Et aussi, quant à ce qui concerne les solutions africaines, c'est à nous de porter haut nos solutions. Ah ben, bien sûr. Puisque nous, on portait des solutions en concurrence à d'autres solutions. Ils vont bien sûr, c'est ça. Oui. Donc, il faut comprendre qu'on est dans un monde concurrentiel et c'est à nous de tout faire pour faire émerger nos solutions africaines. Du moment où on va attendre le quitus de l'Occident, ben, ils ne nous donneront jamais, puisque nos solutions viennent en concurrence à la. Oui, bien sûr, c'est la guerre comme à la guerre. Effectivement. Donc, c'est à nous de montrer que voilà, moi, je prends souvent l'exemple de l'acupuncture. Voilà une médecine chinoise qui est aujourd'hui présente partout dans le monde. Où vous allez dans un hôpital occidental, le médecin vous dit, ah ben tiens, je vous conseillerais de faire un peu de l'acupuncture chinoise. Oui, c'est pas analyse sur ta. Voilà. La Chine a su imposer cette pratique-là dans le monde. On était un peu sérieux dans sa manière de faire. Nous, moi, je dis toujours, nos chercheurs africains devraient être un peu plus sérieux. Ils ont fait les mêmes écoles, parfois que les Occidentaux. Ils savent comment faire publier des résultats de recherche, comment mener une recherche propre et de faire valider ces résultats diffusés un peu partout dans le monde. Parce que quand vous avez un protocole qui est clair et que même un journal scientifique, parce qu'un journal, quand il y a débat autour d'une publication, il vous demande, ben, faites-nous, remontez-nous votre protocole. Quand le protocole arrive, il est clair, il dit, ben voilà, cet article a sa place dans mon journal parce que les choses ont été faites selon les règles de l'art. Et donc, en Afrique, on doit, nous, vraiment prendre l'habitude de faire sérieusement nos affaires. Nous, on a l'habitude de fonctionner un peu comme nos politiques, de faire des trucs sans y mettre du sérieux et devant. Oui, quand on a une plante comme l'artémisia qui soigne une maladie, appelons-le plante qui soigne. Là, on est dans la phytothérapie. Quand on a un médicament, on l'appelle médicament, on doit être exposé au protocole des médicaments. Quand c'est plante, on est exposé. Il y a aussi ça, parfois, un problème de vocabulaire où on dit nous avons un médicament. Tu dis, ben, c'est quoi le médicament? On te sort la plante. Non. Si tu dis que ta plante, c'est un médicament, attends-toi à ce que
les gens qui sont en face de toi te disent, voilà, un médicament, voilà le protocole. Est-ce que vous avez respecté la phase 1, la phase 2, la phase 3? Quand tu dis non, on dit, vous n'êtes pas médicament. Donc, c'est... À côté de cela, quand même, Carlos, c'est aussi notre adhésion. Bien sûr, il y a cette légèreté des chercheurs, c'est légèreté même des médecins, nous avons vu chez nous, qui ressemble un peu à nos comportements des politiques. Bien évidemment, c'est le symptôme d'une société malade. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ça d'un côté, mais il y a notre responsabilité individuelle, il y a notre responsabilité, messieurs tout le monde, ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est-à-dire que quel crédit vous accordez à ce qui est nôtre. C'est-à-dire que quand je vais vous parler de l'artémisia, vous allez commencer à discuter. Et j'en connais qui commencent à vous débattre le prix. Ils ne savent pas que ce qu'on leur offre ne vaut même pas véritablement le prix. Vous avez une personne comme le docteur Tchougo, que certains d'entre nous connaissent très bien. C'est une femme, une brave dame qui est une chercheuse, qui travaille, qui a un protocole avec des garanties et avec une pharmacovigilance assurée, qui a des laboratoires, qui est voué, qui c'est son boulot, qui enseigne, qui prend tout ce temps. D'ailleurs, il y a un grand colloque de l'artémisia qui sera au moins, si je me souviens bien, on en parlera au mois d'avril, sera à Banganté, et elle en parlera. Donc, nous ne soutenons pas. C'est-à-dire que déjà, il y en a qui ont des moyens. Vous pouvez soutenir les chercheurs pour que les chercheurs ne soient pas des mendiants. Je veux dire que les chercheurs dans des firmes occidentales, d'ailleurs, vous avez souvent compris qu'on demande des déclarations d'intérêt parce que souvent, c'est des enjeux financiers. Donc, si nous avons des chercheurs qui sont fragiles aussi parce que ils ne sont pas soutenus. Ils produisent des choses ne nous intéressant pas. Et ce que Carlos disait, j'en profite pour vous dire, ce n'est pas non plus parce que vous voyez sur le marché Artemisia qu'il faut courir. Hein. Je préfère vous le dire. Faites vraiment attention parce qu'il y a des charlatans, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des sorciers, il y a des hiboux qui mettent n'importe quelle herbe dans des sachets comme ça, hein, et qui vous disent que c'est de l'artémisia, c'est à vos risques et périls. En tout cas, nous vous proposons, nous accompagnons la démarche du docteur Tchougo parce qu'il y a un protocole, il y a une pharmacovigilance assurée par une personne qui connaît. Et la démarche de cette scientifique, est justement, c'est de développer notre phytothérapie parce que je suis de ceux qui pensent que nos ancêtres avaient une démarche scientifique. C'est parce que nous avons récupéré sans la rigueur qui accompagnait ce traitement. C'est-à-dire que ces personnes dans le fin fond des villages, parce que lorsqu'on dit souvent ça, les gens se disent « Oh non, c'est une pensée occidentalisée ». Non, nous avons négligé peut-être le fait de l'école, le fait que d'un mauvais syncrétisme après la colonisation, en tout cas. Et je veux dire que quand on regarde des gens comme nous qui avons grandi au village, qui avons observé un peu ces personnes, on voit bien qu'ils étaient très rigoureux. C'est un art, la médecine, c'est un art et qui obéissait à un protocole, il observait les résultats. Donc, ce n'est pas du tout du hasard, du tout. Donc, ce n'est pas la phytothérapie, l'approche de la médecine africaine n'est pas du tout antinomique avec la question de la rigueur et du sérieux, de la scientificité de quelque chose n'est pas un fait occidental, je voudrais dire. Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, là, vous avez parfaitement raison. La scientificité, effectivement, de la procédure n'est pas occidentale. Nos ancêtres avaient une certaine rigueur. Aujourd'hui, je dis la cupidité, l'amour de l'argent, parce que ceux aujourd'hui même qui proposent ces plantes chez nous sont des charlatans pour la plupart. C'est des gens qui ne travaillent pas derrière, parce que derrière les plantes, il y a un travail personnel à faire. Il y a un travail. Nos vrais herboristes, ils sont capables de te dire telle plante ne va pas avec telle plante parce qu'ils ont étudié, ils ont regardé, ils ont testé. Bien Mais sûr. beaucoup aujourd'hui ne prennent pas ce temps. Et on ne sait pas cela. Voilà, beaucoup ne prennent pas ce temps. Et donc, qu'on ne se plaigne pas après que nos soi-disant médicaments, parce qu'on les appelle médicaments, soient retoqués par la communauté mondiale parce que on n'a pas fait ce qui doit être fait. Aujourd'hui, quand on se dit on doit s'asseoir dans le salon mondial, on doit s'habiller comme le reste des personnes. C'est comme ça, autrement, on vous met à l'écart. Si on a nos procédures et qu'on veut les garder chez nous, qu'on reste chez nous avec, mais qu'on ne se plaigne pas. Nous, on a besoin d'être rigoureux dans
dans notre manière de faire les choses. C'est valable pour la recherche comme pour plein de choses, parce que chez nous, que ce soit nos entrepreneurs, ils sont entrepreneurs, mais parfois, quand tu leur demandes comment vous travaillez, il n'y a aucun sérieux. Dans la manière, tu te demandes s'ils ont la volonté de grandir ou pas. Donc, chez nous, quand on veut être un bon chercheur reconnu, on se dit, voilà, je vais faire un papier qui sera publié dans tel journal. Et on commence par voir comment les articles publiés dans ce journal-là sont présentés, de comment les protocoles sont faits. Tel article a été accepté sur le même produit que le mien. Comment il a fait? On prend son protocole, on voit comment il a fait. Et puis, moi, de mon côté, j'essaye de faire la même chose. C'est comme ça. Je dis aujourd'hui, tous les chercheurs du monde, ils partent sur PubMed. Ils ont l'article de Pfizer pour son vaccin. On voit comment il a recruté ses patients, comment il les a soignés, comment il a regardé les résultats, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, n'importe qui voudrait peut-être faire un vaccin pareil peut refaire le même protocole. Voilà. Mais la même molécule, tu ne pourras pas le faire parce qu'il a breveté sa molécule. Son vaccin a été breveté, mais le même protocole peut être utilisé. Voilà un petit peu ce que nous devons faire. La Sina Bamba pense que nos chercheurs, praticiens et ceux de la médecine moderne doivent travailler dans un cadre de collaboration pour la mise en place de protocoles. Effectivement, la Sina Bamba, c'est ce que nous souhaitons. Tamar Gaston qui nous dit que les Africains aiment accompagner les autres. C'est dommage de ne pas aider nos chercheurs, bien sûr. Parfois, un ignorant, dit Carole, de la chose met des coups de pression pour récupérer le projet ou le bloquer si ce dernier n'a pas reçu une rémunération. En fait, c'est le travers, effectivement, de la société. Il faut une solidarité, dit la Sina Bamba, de collaboration déjà entre nous, hein, n'est-ce pas? Et la Sina qui appelle Lamoussa Diabaté, qui j'espère fera partie de ceux qui s'abonnent à notre plateforme et qui nous suivent et surtout qui nous diffusent. Ben oui, c'est ça la guerre, hein, c'est ça la guerre. Ça veut dire que si vous ne diffusez pas, nous n'allons pas, ce message ne va pas porter. C'est bien que vous trouvez cela intéressant. Même si vous ne le trouvez pas intéressant, diffusez parce que c'est comme cela que nous allons aussi gagner des parts de marché, comme s'il faut parler en termes économiques. Je veux dire, nous allons aussi être présents dignement dans ce concert des nations, pas juste pour être des gens qui perroquettent, qui sont juste pour accompagner les autres, comme on dit chez moi, dit que donc il y en a qui sont venus sur Terre juste accompagner les autres, quoi, mais comme s'ils ne peuvent pas exister par eux-mêmes. En tout cas, c'est la démarche qui est celle-là sur cette plateforme. L'idée de créer cet incubateur de solidarité, c'est de dire que nous avons tous en nous des bribes de connaissances et que nous pouvons mettre cela en commun à côté de la récréation. Oui, pour laquelle nous sommes spécialement doués, peut-être assez forts, nous pouvons aussi mettre un peu de la création et puis inventer un nouveau lendemain pour nous déjà et surtout pour les générations à venir. Nous devons, par notre solidarité, aller même en contre-courant de ce que font nos gouvernants parce que par notre force, par notre capacité d'agir. Et puis, nous pensons que si nous savons prendre soin de nous, nous serons capables de faire beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que le développement, le progrès commence par ce progrès interne, par ce bien-être. Et c'est ce que nous prodiguons sur cette plateforme, que ce soit par une approche de la nutrition, par une approche médicale, par une approche même juridique, hein, comme vous l'allez remarquer dans les prochains jours. Nous avons une foultitude d'experts, de connaisseurs qui viennent partager avec nous. Et lorsque nous parlons de connaisseurs, il ne s'agit pas forcément des gens qui sont des chercheurs dans des domaines pointus comme Carlos. Bien sûr, pourquoi pas. Il ne s'agit pas simplement de Dr Choco qui vient vous offrir la consultation médicale gratuite en ligne. Pas simplement Dr Chamo que nous retrouverons dans les jours qui viennent, qui viendra vous accompagner pour la santé des yeux. Vous le savez aussi. Mais c'est aussi vous avez dans des domaines variés. Ça peut être rien que l'aménagement de la maison, j'en sais rien vraiment. Et je pense que tout cela, ce sont des choses que nous pouvons mettre en commun et qui nous édifient, qui nous aident à avancer comme une communauté solidaire. Vendredi, je serai avec Carole pour poursuivre ce propos sur le cancer qui était très fort. Nous avons vraiment, j'ai appris des belles choses et je vais vous dire que je suis le premier à en apprendre. Vraiment, je suis très heureux de tout ce que j'apprends ici.
Lassina Bamba nous dit que la Moussa Diabaté est un spécialiste de la médecine épidémiologique ivoirien résident au Canada. Au début du Covid-19, bon, vous appelez là, moi j'appelle le, moi je n'ai pas encore bien vérifié son sexe, mais bon, je l'appelle. Il avait lancé la mise en place d'un protocole qui n'a malheureusement pas été soutenu. Moi, j'aimerais bien le recevoir sur cette plateforme, Lassina Bamba. Si vous pouvez me mettre en contact avec lui, je serais bien heureux de qu'il vienne débattre avec nous, parce que justement, nous sommes là pour ça, pour profiter. Il y a un incubateur de solidarité aussi, c'est pour mettre la lumière sur des projets, pour ces choses que certaines personnes négligent. Donc, Lassina, nous comptons absolument sur vous pour accueillir la Moussa dans les prochains jours, c'est quand il veut, comme il veut. Et il peut venir débattre également avec Carlos, parce que parfois, nous avons un plateau avec beaucoup plus de monde, nous organisons beaucoup plus avec un débat partagé. Dans les prochains jours, je recueillerai justement, je vous ai déjà dit, un psychiatre qui viendra nous parler des psychoses, mais aussi de cette période assez angoissante qui est aussi le terreau favorable de ces psychoses. Bien sûr, il y a des gens qui vont décompenser et ainsi de suite. Je aurai aussi la visite d'un psychologue qui viendra un petit peu nous accompagner. Je voudrais commencer par aborder avec elle la manière d'accompagner les jeunes, la jeune génération qui finalement est la plus grande victime de ce moment. Mais comment se projeter malgré tout en ces temps assez compliqués d'incertitude. Donc, Lassina nous promet, ah oui, la Moussa est en ligne. Bien sûr, la Moussa, vous pourrez en contact tout de suite, m'envoyer vos coordonnées inbox et puis on programme une émission pour que vous nous parler de cela. D'autant plus que c'est vraiment le moment et ça m'intéresse de voir un point de vue du Canada et ce protocole que vous avez proposé, c'est justement ce que nous voulons faire. On a besoin des gens qui ont une connaissance fine comme ça pour l'expliquer à monsieur tout le monde, oui, chez nous. Il ne faut pas que les experts, les élites se parlent entre eux, mais il faut qu'ils parlent à notre peuple. Nous en avons beaucoup sauvé comme ça et nous avons besoin encore de sauver plusieurs grâce à vous. Vendredi, à cette place, vous aurez donc Carole et nous allons poursuivre ce travail, cette réflexion sur le cancer. Nous allons parler de la prévention, justement, et nous allons aussi parler de la manière d'accompagner, comment accompagner des personnes qui souffrent de cancer ou qui vous déclarent un cancer, comment aider ceux qui aident, ainsi de suite. Ce sera le thème, ce sera le sujet de vendredi. Et puis, elle nous montrera aussi comment on fait des palpations, ainsi de suite. Elle a promis, ça c'est sûr. Je laisse la parole à Carlos pour conclure donc ce programme pour ce jour. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous. Et moi également, ce fut un plaisir de partager ce moment de solidarité avec vous tous. Et pour conclure, je vous dirais effectivement, j'ai eu à vous donner pas mal d'informations sur ce vaccin. Vous êtes libre, messieurs et dames, effectivement, de vous faire vacciner ou pas. Quant à moi, je vous ai dit, je prendrai un peu de recul pour déjà voir au moins les effets sur le moyen terme et ensuite je pourrais me décider ou pas de me faire vacciner. Vous avez aujourd'hui toutes les informations que vous désirez sur le vaccin et donc on reste toujours sur cette plateforme à votre disposition si vous avez besoin d'informations nouveaux concernant l'évolution de ce vaccin, l'évolution des variants, l'évolution des effets indésirables. Merci à vous et puis ce sera avec plaisir que je reviendrai vous parler du vaccin ou d'autres choses. Très bien, Roland Benella qui était aussi avec nous, je salue. Merci à tout le monde, Jeanne Sia, et puis toutes vos contributions en ligne, vous le savez très bien, Chantal Ogada et tous les autres, Tanali, Dora Chance, Tamagaston, Carole. Bien évidemment, vous savez que c'est toujours un plaisir, tout ce que je ne vais pas citer. Et je vous rappelle que nous aurons, ah oui, Germaine Chantal Yamenikeo, merci aussi. Et je voudrais dire à Florence Tanana, oui, merci. Et que à la Moussa, que nous aurons bientôt la Moussa, que voilà comment ça se passe en fait sur cette plateforme. C'est-à-dire les synergies se créent comme ça. On n'a pas besoin de passer par des protocoles. C'est pas voilà, c'est aussi simple que ça. Quand on a quelque chose à en donner, on vient de rencontrer la Moussa qui viendra dans les prochains jours effectivement nous parler de ce travail. C'est un médecin épidémiologiste donc qui vit au Canada, qui viendra nous parler de la mise en place d'un protocole que des gens n'ont pas soutenu. Et puis nous allons comprendre
de quoi s'agissait. Et puis surtout, il aura l'occasion de nous édifier. Une fois de plus, merci beaucoup, Carlos. À très bientôt, en tout cas, on se revoit parce qu'on va se voir très souvent, c'est la période. Oui, oui. Voilà. Ouais, ce sera avec plaisir. Hein. À très bientôt. Bonne soirée et puis au plaisir de se revoir sur cette plateforme afin de partager nos connaissances et puis de bénéficier aussi des questions, des connaissances que les gens nous apportent à travers les questions posées le long des commentaires. Bonsoir. Bonsoir, à bientôt.